on observe que les personnes les plus perspicaces, celles qui voient clair, elles se retrouvent un peu mises à l'écart. Elles partagent une idée brillante, et puis silence. C'est une dynamique assez curieuse, non ? Oui, tout à fait. Et ça nous mène directement à Arthur Schopenhauer, le philosophe allemand du 19e siècle, célèbre pour son franc-parler assez redoutable. C'est le moins qu'on puisse dire. Aujourd'hui, justement, on va se pencher sur une de ces idées provocatrices. L'intelligence, en fait, loin d'être toujours un avantage social, pourrait devenir un vrai fardeau. Comment une qualité qu'on valorise tant peut se retourner contre quelqu'un ? Et Schopenhauer, il va même jusqu'à comparer la personne très intelligente à un miroir. C'est une image intrigante. On va essayer de la décrypter ensemble. Alors explorons ça, l'idée du miroir. Ce que Schopenhauer veut dire, c'est qu'une pensée vraiment aiguisée, quand elle éclaire un sujet, elle révèle pas seulement la complexité, mais aussi, parfois, sans le vouloir, les limites de la compréhension des autres. Leur zone d'ombre, quoi. Et ça, forcément, ça peut créer un certain inconfort. Personne n'aime vraiment qu'on lui montre ce qu'il ignore ou ce qu'il maîtrise mal. D'accord. Et c'est là justement qu'intervient son concept clé. La volonté, Wille en allemand. Alors attention, c'est pas la volonté au sens de vouloir quelque chose. Non, c'est plus profond. C'est une sorte de pulsion de vie fondamentale. Un instinct, si vous voulez, qui cherche à protéger notre ego, notre sentiment de valeur personnelle. D'accord. Et cette volonté, nous dit Schopenhauer, elle nous pousse à chercher le confort psychologique, à maintenir nos acquis, nos certitudes, quitte à s'accrocher à des idées familières, même si elles sont peut-être fausses ou incomplètes. Donc si je suis bien, ce miroir de l'intelligence, il vient heurter cette volonté, en révélant des choses qui dérangent notre petit confort intellectuel. Il heurte de plein fouet cette tendance naturelle. Et la réaction instinctive, ce serait le rejet. Pas forcément de la personne, mais de l'idée qui déstabilise. Précisément, ce n'est pas toujours une hostilité consciente ou personnelle. C'est plus un mécanisme de défense de l'ego, en fait. D'accord. L'intelligence, quand elle défie un peu le statu quo mental, elle perturbe une sorte d'accord tacite dans la société. Un accord qui privilégie souvent l'harmonie de surface. Au détriment de la vérité, si elle dérange. Voilà, au détriment de vérités potentiellement dérangeantes. Et c'est comme ça que l'intelligence peut devenir paradoxalement un handicap social. On a tous un peu connu ça, non ? Ce moment dans un dîner, une réunion, quelqu'un fait une remarque un peu trop pointue, une analyse qui sort du cadre habituel et hop, un froid s'installe. La conversation devient tendue tout à coup, parce que l'intelligence, elle force à regarder la complexité en face, à questionner les évidences. Oui, les explications un peu simplistes, du coup, elles paraissent insuffisantes. Et certains peuvent se sentir un peu dépassés et pas à la hauteur, même si ce n'est pas du tout l'intention de la personne intelligente, mais l'effet est là. Et Schopenhauer, il observait déjà ça à son époque. Il donnait des exemples dans le milieu professionnel, par exemple. Il remarquait comment les gens particulièrement perspicaces étaient souvent vus comme inadaptés. Leurs idées trop nouvelles étaient balayées, parfois même ridiculisées. C'est ironique quand même. Oui, surtout dans des endroits censés favoriser l'innovation. Et on voit un peu la même chose dans le monde éducatif. C'est-à-dire ? L'élève brillant qui pose trop de questions, qui remet en cause la méthode, il peut vite être catalogué comme difficile, voire perturbateur. Pour Schopenhauer, ce ne sont pas juste des anecdotes. C'est vraiment une tendance de fond, un schéma social qui se répète. Parce que ça touche à des mécanismes psychologiques et sociaux très, très ancrés. Mais alors, pourquoi cette préférence quasi générale pour le confort intellectuel, au point de rejeter la lucidité? Qu'est-ce qui rend ce que Schopenhauer nomme la puissance de la médiocrité si séduisante? On voit bien le succès de certains discours très lisses. Bon, l'attrait principal, c'est clair, c'est la réassurance. La médiocrité intellectuelle, c'est-à-dire le refus de creuser, de questionner, elle dit en substance « tout va bien, t'inquiète, pas besoin de changer, pas besoin de se fatiguer à penser ». C'est confortable. Mais Schopenhauer, il ajoute une autre dimension. Une dimension de pouvoir. Ah, comment ça ? Il analyse que les individus vraiment intelligents, par leur indépendance d'esprit, leur capacité à penser à contre-courant, ils représentent souvent une menace. Une menace implicite pour l'ordre établi, pour ceux qui détiennent le pouvoir. Parce qu'ils remettent en question. Exactement. Une pensée critique, par nature, c'est déstabilisant pour ceux qui préfèrent que rien ne bouge. C'est une vision assez directe des dynamiques sociales.
Le pouvoir, en somme, préférait un certain nivellement par le bas pour éviter d'être contesté. Disons que si on regarde l'histoire, ceux qui ont l'autorité ont rarement applaudi des deux mains une pensée radicalement différente qui risquait de saper leur légitimité. Logique. Donc, promouvoir une pensée un peu consensuelle, pas trop aventureuse, ça peut servir à maintenir les structures en place. C'est assez clair. Alors, si ce portrait parle à certains, est-ce que Schopenhauer donne des pistes, des stratégies pour naviguer là-dedans sans renoncer à être soi-même? Oui, heureusement, il ne fait pas que décrire le problème. Une première étape, et elle est cruciale, c'est de comprendre que le rejet ou l'incompréhension, ce n'est pas toujours personnel. C'est souvent, comme on l'a dit, une réaction de défense face à une idée qui bouscule. Essayer de dépersonnaliser ça, même si c'est pas facile, ça peut aider. Mais ne pas le prendre pour soi systématiquement. Mais comment on trouve l'équilibre? Ne pas se brider intellectuellement, mais sans s'isoler complètement non plus. Et c'est tout l'enjeu, effectivement. Schopenhauer insiste sur l'importance d'être conscient de l'impact qu'on peut avoir sur les autres. D'accord. Pas pour s'auto-censurer tout le temps, attention, mais pour choisir ses moments. Savoir que bombarder les autres d'idées complexes ou dérangeantes en permanence, ça peut être contre-productif. Il suggère une sorte de tactique intellectuelle? Une forme de stratégie, oui. Savoir quand et comment partager ses pensées les plus profondes ou les plus originales. Choisir ses batailles, en quelque sorte. Et au-delà de cette adaptation un peu tactique, il y a une stratégie plus fondamentale. Et c'est peut-être la plus importante. Chercher activement et cultiver des relations avec des esprits similaires. Trouver sa tribu intellectuelle. Sa tribu. Oui, ces personnes qui sont rares, qui non seulement comprennent votre façon de penser, mais qui la stimulent, qui l'apprécient vraiment. C'est vital pour ne pas se sentir tout le temps en décalage. Mais comment les repèrent, ces esprits apparentés, dans un monde souvent brouillant et assez superficiel? Alors Schopenhauer suggère de regarder au-delà des apparences, des statuts sociaux. Les indices y sont souvent subtils. Comme quoi, par exemple? Les livres sur une étagère, les questions que la personne pose dans une conversation, sa capacité à écouter vraiment, à engager un dialogue profond plutôt qu'un simple ping-pong d'opinion. L'intelligence authentique, elle n'est pas forcément bruyante. Elle peut être chez l'observateur silencieux qui pose la question, qui fait réfléchir. C'est pas toujours évident, mais les signes sont là pour qui sait regarder. Il recommandait aussi, je crois, de ne pas avoir peur de sortir de ses cercles habituels. Explorer de nouveaux environnements, rencontrer des gens avec des parcours, des perspectives très différentes. Il insistait beaucoup là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est essentiel pour la croissance intellectuelle, se confronter à une diversité de points de vue, même ceux qui nous heurtent, c'est ça qui nous fait avancer. Il faut rechercher chez les autres cette ouverture d'esprit, cette curiosité. Et aujourd'hui, avec le numérique, comment ça se traduit tout ça? Ah, l'ère numérique. Bon, d'un côté, ça offre des possibilités incroyables pour trouver ces connexions, même sur des sujets très pointus partout dans le monde. C'est un avantage énorme par rapport à l'époque de Schopenhauer. Oui, c'est vrai. Mais, il y a un mais. Le revers de la médaille, c'est le bruit constant, la superficialité de beaucoup d'échanges et surtout le risque des chambres d'écho. C'est-à-dire? Le danger de trouver une tribu numérique où tout le monde pense exactement pareil. Ça nous coupe de cette diversité intellectuelle que Schopenhauer jugeait si importante pour affûter l'esprit. Donc, repérer les espaces d'échange authentiques en ligne, ça demande aujourd'hui une vigilance particulière. Schopenhauer nous mettrait en garde contre ça. Tout ça nous ramène à sa conviction profonde. Le vrai bonheur, ou du moins le contentement, ça ne vient pas de l'approbation des autres. Ça vient de la fidélité à ses propres valeurs et de la recherche de connaissances pour elle-même. Et d'ailleurs, pour cultiver ça, ces valeurs internes, loin du tumulte extérieur, Schopenhauer met en avant quelque chose qui peut sembler paradoxal après avoir parlé de tribu. Ah oui, quoi donc? L'importance de la solitude. Mais solitude. Mais on vient de dire qu'il faut trouver des pairs. C'est pas contradictoire, ça? Alors, il faut bien comprendre ce qu'il entend par là. Il ne parle pas d'isolement subi, de misanthropie, pas du tout. Il parle de la solitude choisie, des moments qu'on s'aménage délibérément pour être seul avec ses pensées. Et pour lui, ça, c'est un terreau incroyablement fertile. Fertile? En quoi cette solitude choisie est si précieuse? Eh bien, elle permet à l'esprit de passer du mode réactif, où on est tout le temps sollicité par l'extérieur, les notifications, les opinions des autres, à un mode plus profond. C'est dans ce calme retrouvé, loin du bombardement constant, que peuvent vraiment émerger la créativité, l'intuition, les idées originales. Il disait que c'était le lieu de naissance de toutes les grandes pensées. C'est un espace actif, pas passif.
essentiel pour penser par soi-même et se connaître. C'est vrai que l'histoire est pleine d'exemples de penseurs, d'artistes, de scientifiques dont les périodes de retraite, de solitude volontaire ont été hyper productives. Tout à fait. Et il y a un autre bénéfice majeur, selon lui. La solitude est cruciale pour développer la conscience de soi. Vraiment savoir qui on est, ce qu'on pense, indépendamment du regard des autres. Et cette conscience de soi, qui serait nourrie par la solitude, elle aurait un impact positif sur les relations sociales. Comment ça marche ? Ben oui, c'est un peu le paradoxe. Quand on se connaît mieux soi-même, on a moins besoin de la validation des autres. On est moins dépendant de leur approbation. D'accord. Du coup, on est moins effrayé par les différences. On peut aborder les relations avec plus de sérénité, plus de curiosité, une ouverture plus authentique, plutôt qu'avec un sentiment d'insécurité ou ce besoin de plaire à tout prix. Je vois. Donc, paradoxalement, savoir être bien seul, ça nous équipe pour mieux nous connecter aux autres, de manière plus profonde, plus vraie. Donc l'idée, ce n'est pas de devenir un ermite reclus, Absolument pas. mais de reconnaître la valeur de ces moments de retrait pour notre santé intellectuelle. Et Schopenhauer insiste sur la qualité de cette solitude. Il ne suffit pas d'être seul physiquement dans une pièce en regardant son téléphone. Il s'agit vraiment de créer consciemment un espace mental pour la réflexion, la contemplation, l'écoute de ses propres pensées, de ses ressentis. C'est vrai que dans notre monde hyper connecté, où notre attention est constamment aspirée vers l'extérieur, rechercher activement ces moments de solitude choisis, ça ressemble presque à un acte de résistance. Oui, une décision consciente de cultiver ses ressources intérieures. Bon, si on essaye de synthétiser un peu notre exploration d'aujourd'hui, on a vu comment l'intelligence, elle peut paradoxalement créer de l'inconfort social, à cause notamment de cette réaction de défense de l'ego, la fameuse volonté, et puis des dynamiques de pouvoir qui peuvent favoriser une certaine médiocrité, disons confortable. C'est ça. On a exploré quelques pistes pour naviguer là-dedans, essayer de dépersonnaliser le rejet, choisir ses moments, et surtout, l'importance vitale de trouver sa tribu intellectuelle. Oui, ces connexions sont essentielles. Et puis, finalement, on a redécouvert ce pouvoir souvent sous-estimé de la solitude, pas comme une fuite, mais comme un espace nécessaire à la pensée profonde, à la connaissance de soi, et, au bout du compte, à des relations plus authentiques. Tout à fait. L'invitation, en somme, c'est peut-être d'embrasser son unicité, de chercher des connexions qui ont du sens, et de protéger cet espace intérieur pour la réflexion. Trouver un équilibre, quoi. Oui, tout à fait.